Aussi, je vous pose la question sur le statut de la femme dans le judaïsme. Est-ce que ce statut doit tenir compte de l'époque où nous vivons, ou bien il y a un côté immuable à ce statut, quels qu'en soient les siècles? Oui, mais attendez, permettez-moi une toute petite remarque. Vous avez rappelé la date de naissance du Rav Schneerson, le dernier Rav de Lubavitch, Rabbi de Lubavitch, Zerer Tzadik Livracha, ou du Rav Abersira à la fin du XIXe siècle. Abouratsera à la fin du XIXe siècle. Les communautés auxquelles ils appartenaient, les lieux où ils ont vécu, les cellules qui se sont construites, qu'elles soient sociales, familiales, éducatives, etc., n'ont rien à voir avec l'État d'Israël. Le Rabbi de Lubavitch n'allait pas en terre d'Israël. Je ne dis pas qu'il était antisioniste, il ne s'y rendait pas. Quel est le fond du problème? C'est que il y a des modes de comportement qui ont été pensés pour une société galoutique. Et quand je dis des modes de comportement, je pense aussi qu'il y a des minagim et parfois même des halachot qui fonctionnent bien à l'échelle d'une communauté galoutique. C'est des repliés sur elles-mêmes, où les règles sont fixées de l'intérieur sans ouverture au monde. Mais le problème, c'est que la notion de ghetto en Israël n'est guère possible. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël, le sionisme, c'est un espace public qui appartient à tous les juifs. Sauf à segmenter et à considérer qu'il y a des espaces qui n'appartiennent qu'aux orthodoxes et d'autres qui n'appartiennent qu'aux laïcs. Et ça, c'est la fin du rêve sioniste. Je rappelle que le rêve sioniste, c'est de permettre à toutes sortes de juifs de vivre ensemble. Et pour ma part, si je suis profondément sioniste, c'est pas simplement pour appeler à l'Alia. C'est aussi pour que le projet Israël soit un projet qui permette à toutes sortes de juifs de vivre ensemble. Si c'est pour faire une ségrégation, une rupture entre l'espace privé d'un tel et l'espace privé d'un autre et d'un troisième et d'un quatrième, à ce moment-là, on va reconstituer l'exil en Israël et je ne suis pas sûr que l'expérience sioniste sera d'abord très riche, que le projet attirera beaucoup de monde et je me pose des questions sur son ultime finalité. Donc, n'oublions pas dans quelles conditions vivaient ces rabbinim, société galoutique, avec des communautés qui se protégeaient du monde non-juif. Et le problème, c'est qu'une minorité de l'orthodoxie en Israël vit comme en exil en se protégeant des autres juifs, parce qu'ils sont moins pratiquants qu'eux, mais avec les mêmes réflexes que s'il s'agissait de non-juifs. Autrement dit, les juifs moins pratiquants deviennent des non-juifs, des juifs orthodoxes d'autrefois. Là est le vrai problème. Alors, vous l'avez rappelé, ces courants ne représentent qu'une toute petite minorité du monde orthodoxe. Mais la semaine dernière, le Rav Eliashiv, grand décisionnaire dans le monde juif, demandait aux Haredim de s'éloigner de tout enseignement laïque et de ne pas s'approcher des institutions académiques qui, pour reprendre ces mots, prône la culture du péché. Alors là, on n'est plus dans le courant minoritaire du monde orthodoxe quand le Rav Eliashiv s'exprime. Le Rav Eliashiv est aujourd'hui, c'est un homme très âgé, qui a plus de 100 ans, et est un très très grand décisionnaire. C'est le très grand décisionnaire du monde lituanien, du monde ashkénaze, d'abord du monde lituanien. Et il est un peu le pendant de ce que peut être le Rav Ovadia Yosef dans le monde séfarade, si je peux me permettre une telle comparaison. Le Rav Eliashiv est issu d'un univers, et j'en disais un mot à l'instant pour répondre à la précédente question, où le problème de la culture ne se posait pas. C'est-à-dire que dans cet univers de Lituanie, de Biélorussie, même une partie de l'univers de la Pologne, que l'on soit d'ailleurs lituanien, c'est-à-dire que l'on soit mitnagdim ou chassidim, certains courants chassidiques, on n'ouvrait pas un livre de Chol, c'est-à-dire un livre profane, sauf éventuellement un livre de mathématiques ou de sciences naturelles pour mieux comprendre des règles halakhiques en sachant comment ça fonctionne, comme on dit. C'est-à-dire des lois à immédiate efficacité, à usage immédiat, qui permettent de comprendre le mode de fonctionnement de quelque chose. Mais il n'était pas question de lire de la littérature, il n'était pas question de lire de l'histoire ou de s'intéresser à l'histoire, il n'était pas question de faire de la philosophie ou de la psychologie ou de l'art. Ça n'existait pas. Alors il y a deux mondes.
Il y a deux mondes, et puis entre les deux, il y a des univers médians ou flottants selon les cas. Il y a des mondes orthodoxes qui récusent la culture, et d'autres, à condition qu'ils soient représentés par des juifs orthodoxes qui étudient la Torah, qui soient orthopraques, c'est-à-dire qui aient une rigueur dans la pratique religieuse sans la moindre compromission, qui considèrent que la culture peut être une chance pour l'esprit humain. C'est-à-dire que s'ouvrir à la culture, c'est s'ouvrir aux interrogations des hommes, et que c'est un très grand challenge, c'est un très grand défi pour les hommes de Torah de répondre aux questions que tous les hommes se posent. Et quand je dis tous les hommes, pas seulement des juifs orthodoxes, pas obligatoirement des non-juifs, mais des juifs qui vivent comme des non-juifs, ou qui vivent un peu comme des non-juifs, et qui ont besoin de recevoir une réponse de la Torah, de l'univers toraïque, qui donne sens à leurs interrogations, et des réponses qui anoblissent leur pensée. C'est-à-dire que l'on écoute des paroles de Torah qui nous élèvent, qui ne nous repoussent pas, qui ne s'approprient pas notre personnalité, mais qui nous aident à progresser tel que l'on est vers le monde de la Torah, de manière à ce que de l'univers d'où l'on vient, on apporte aussi des richesses à la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne fonctionne pas à sens unique. Elle ne dépose pas simplement ses richesses aux autres, les autres ont aussi des richesses à déposer dans le Olam HaTorah, dans le monde de la Torah. Alors là, il y a deux univers, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. J'ai la faiblesse de faire partie de ceux qui y croient. Le Rav Eliashiv, auquel je n'ai nullement... L'idée même ne m'effleure pas de me comparer, c'est un géant en Torah sur le plan halakhique, mais sa vision du monde, sa vision de la société, son rapport à la culture s'inscrit dans un univers qui n'est pas le mien. Alors, nous parlions tout à l'heure du statu quo qui prévaut en Israël entre religieux et ceux qui ne le sont pas. Une auditrice, toujours de Radio Shalom, faisait remarquer qu'avec les derniers développements auxquels nous assistons, certains en Israël pourraient demander l'instauration d'un état civil pour le mariage, les divorces, les successions qui sont aujourd'hui sous la responsabilité du monde orthodoxe. Faut-il, selon vous, séparer la synagogue de l'État d'Israël ? Non. Non, parce que je pense que ce serait aussi l'un des échecs du sionisme, à condition que la justice religieuse ne soit pas dévoyée. C'est-à-dire que la justice des Bate Dinim, je veux dire par là, je ne peux pas reprendre tous les exemples que vous avez donnés, le temps ne me serait pas laissé. Mais prenons l'exemple, pour revenir au sujet premier de notre émission, prenons le problème des femmes. Le problème des femmes qui ne reçoivent pas leur guitine, leurs actes de divorce. Celle que l'on finira par appeler Agounot. Vous savez, en Israël, les problèmes sont beaucoup plus aisément résolus qu'ils ne le sont en France, pas seulement parce que on est dans un État juif et que l'on peut interdire aux hommes, aux maris de quitter le pays, ils se font récupérer à la frontière, arrêter à la frontière. Très bien, mais il y a une autre raison. C'est que les femmes sont accompagnées par des avocates femmes qui sont des femmes orthodoxes, qui connaissent le droit israélien et qui connaissent la halakha un tant soit peu, qui ont des connaissances de Shulchan Aruch, Sadodor Choshen Leshat et Vena Ezer. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui commence à exister un peu aux États-Unis, qu'il faut susciter en France, non pas dans le métier, mais en tous les cas dans la formation. Et c'est vrai que ces femmes font un énorme travail pour accompagner les femmes qui ne reçoivent pas leur guette. Ce qui veut dire qu'à côté du Beddin, il y a aussi des instances en Israël qui préparent le dossier sur le terrain matrimonial, sur le terrain de la succession, le problème de l'héritage, etc., afin que les femmes ne perdent pas leurs droits et qu'elles arrivent avec un dossier bien construit au Beddin. Et très souvent, le Beddin a à ce moment-là tous les moyens pour empêcher l'homme de dévoyer le cours de la justice religieuse. Ça passe par une très bonne articulation de la loi religieuse et de la loi du pays. C'est-à-dire avec, encore une fois, la présence sur le terrain d'hommes ou de femmes qui connaissent et le droit du pays et le droit religieux. Et je dis aussi des femmes qui connaissent et le droit du pays et le droit religieux. Et il y a, Dieu merci en Israël, des femmes orthodoxes qui jouent ce rôle, qui l'accomplissent pleinement pour la plus grande noblesse de la religion en Israël. Et faut-il dire là-dessus
que sur les problèmes de divorce, mais ce serait le sujet d'une autre émission, ce problème des guillotines qui ne sont pas données, il est très important que les femmes soient aussi reçues par des femmes, accompagnées par des femmes, pour qu'elles n'aient pas l'impression que entre les rabbinimes d'un côté et leur mari d'autre, même si parfois c'est totalement faux, il y a quelque part une coalition qui s'opère de facto entre les hommes et la femme qu'elle est. En tous les cas, que cette impression ne puisse pas exister et que tout soit fait pour que cette impression n'existe pas. Encore un mot avec vous. Cette radicalisation ne touche pas qu'Israël. Très récemment, un dirigeant communautaire français donnait une interview dans 2 journaux israéliens où il affirmait vouloir faire de la communauté juive française une communauté orthodoxe. Est-ce que cela se décrète, se travaille, se vote, et ceux qui ne souhaitent pas devenir orthodoxes, ils deviennent quoi? Ils ne sont plus juifs? Écoutez, chacun tient les propos, non pas qu'il veut, mais chacun dit des choses qui correspondent à ce qu'il est capable de faire. Donc il y a des gens qui se sentent capables d'agir comme ça, qui visent cela, qui ont cette ambition. Permettez-moi de ne pas terminer l'émission par la critique de ce que d'autres disent, parce que moi je suis capable de faire. Quand j'enseigne la Torah, ce que j'essaye avant toute chose, c'est donner le choix, c'est-à-dire de permettre à mes interlocuteurs, qui souvent ne sont pas des juifs pratiquants, d'être intéressés par la Torah. C'est-à-dire de trouver en la Bible, en ses commentaires, en le Talmud, quelque chose qu'ils ignoraient, mais qui est beaucoup plus noble qu'ils l'imaginaient, beaucoup plus interpellant, qui les fait réfléchir, qui les interpelle, et ensuite ils font leur choix en toute liberté. Ça les intéresse pas, ils s'en accommodent ou non, ils entrent dans le monde de la pratique. Je dirais, à ma faible mesure, voilà ce que j'essaye de faire en tant qu'enseignant dans la communauté. J'ajouterais pour ma part qu'il y a de toute façon une obligation qui est faite aujourd'hui d'éduquer, par rapport à la question première qui a ouvert notre émission, d'éduquer le tzibour, d'éduquer l'assemblée, d'éduquer la communauté face à cette peur de la femme. Parce que le mépris est souvent lié à la peur de l'autre sexe. Et plus vous l'éloignez, c'est-à-dire plus loin vous le tenez plus vous l'éloignez, c'est-à-dire si vous le tenez très loin de votre vue, le jour où vous le rencontrez, vous en avez très peur. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment fonctionner, comment parler, comment agir. Donc il y a lieu d'éduquer le tzibour à respecter la femme, respecter sa dignité, de vivre dans une communauté où lui sont fournies les possibilités d'être instruite, d'avoir une place à part, non pas une place aux côtés des hommes, non pas comme semblable à celle de l'homme. La femme n'est pas identique à l'homme, mais qu'elle soit respectée, que sa dignité, que les droits et les devoirs d'une femme soient identiques à ceux des hommes, même si leur rôle est différent. Surtout qu'elles soient égales en dignité, même s'ils ne sont pas identiques, la femme et l'homme. C'est cela qu'il faut faire. Et puis parfois, il faut éduquer les rabbinim. Il y a des rabbins qui ont peur des femmes. Et qui, quand je dis qu'ils ont peur des femmes, qui les tiennent tellement à distance, qu'il leur arrive aussi d'avoir des mauvaises pensées lorsqu'ils les rencontrent. À Dieu ne plaise. Éduquer, respecter, dignité, droit et devoir, voilà les mots clés qu'il faut rappeler à nos auditeurs, qu'ils soient orthodoxes, traditionnalistes ou sans pratique religieuse. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.